je crois qu'on ne va pas trop retarder parce que... Oui, je voudrais intervenir sur la situation de... Monsieur Kena, vous avez l'antenne. Voilà, vous savez, moi je dis toujours que le problème libyen commence par l'assassinat de Kadhafi. Pour assassiner Kadhafi, c'était une résolution des Nations Unies. Vous m'entendez maintenant? Maintenant que les choses se sont gâtées, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une résolution. C'est la France qui essaie, c'est Macron qui essaie. C'est la communauté africaine, elle n'existe même pas. Moi, je voudrais qu'il y ait une autre résolution de l'ONU qui reconnaît sa faillite dans le cas de la Libye. L'ONU doit prendre une résolution reconnaissant la faillite de l'ONU et après maintenant on va chercher qui est qui. Pour le moment, c'est celui-là. Quand tu vas... Nous avons vu l'ONU qui n'a jamais... qui s'est jamais intéressé. En Libye, vous n'allez pas trouver... Vous n'allez pas les trouver. Quand vous allez en Libye, vous ne saurez pas qui veut aller en Europe, qui veut rester à Tripoli. Vous n'allez pas le voir. Maintenant, l'ONU, comment est-ce que l'ONU va identifier qui va rentrer? Même si on envoie des avions. D'accord, Okay. d'accord. Je crois qu'on va reprendre notre auditeur qui était en ligne tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. D'accord. Allez, on vous laisse le temps d'appel. Ok. Je peux intervenir? Vous pouvez intervenir, monsieur. Oui, donc c'est pour rapprocher un peu le point de vue sur la dislocation de la Libye. Les Africains pensent que c'est les États-Unis qui ont, ou bien les Libyens de la diaspora, qui ont disloqué leur pays. Non, c'est la France. C'est la France de Sarkozy qui a disloqué, qui a fait tuer Kadhafi. Lorsque les États-Unis étaient là-bas au même moment que les Français, les deux étaient sur le point de s'entendre avec Kadhafi sur la résolution pour mettre fin à la rébellion. Kadhafi était prêt à accepter, mais Sarkozy avait remarqué que si Kadhafi acceptait, ça allait noyer son plan. Donc il a rapidement appelé les États-Unis pour leur dire d'évacuer leurs hommes parce qu'ils vont commencer les attaques. Et c'est de là que les États-Unis, étant en deuxième position après la France, avaient fait évacuer leurs personnes, leurs gens. Et ils sont intervenus, les Français. Mais présentement, ça chauffe en France. Mais les Africains ne comprennent pas. Mais malheureusement, aucun Africain, je dis aucun pays africain, n'avait élevé sa petite voix pour soutenir Kadhafi dans cette situation. Et les Africains tous, que ce soit de la diaspora ou bien les panafricanistes qui sont sur le continent, aucun n'était intervenu. C'était très malheureux. Beaucoup. Donc maintenant, nous intervenons pour les Européens. Sauf les chefs Il va falloir que les Africains choisissent à leur tête des nationalistes, des patriotes, pour pouvoir occuper les grandes positions et faire face aux Européens. Pas seulement aux Européens, mais aux Américains. C'est vrai, je suis en Amérique, la position de Donald Trump, c'est clair, c'est un nationaliste. Il veut discuter d'égal à égal avec les autres. Mais pourquoi les Africains ne veulent pas discuter d'égal à égal avec les autres? Mais il va falloir que l'Afrique fasse comprendre ou de fasse entendre sa voix. Au lieu de rester derrière les Européens ou les Occidentaux. Et accuser par exemple les Proche-Orient. Mais on ne doit jamais compter sur les gens de Proche-Orient. Je parle de la Libye, de la Tunisie, du Maroc, de l'Iran et les autres. L'Afrique ne doit jamais compter sur ces gens-là. L'Afrique doit compter sur ces hommes de peau noire. Et maintenant, discuter avec les autres, tous ceux-là qui doivent venir
ils doivent quand même savoir qu'ils ont des protagonistes, ils ont des gens valables avec qui discuter. Et aussi, les Africains doivent savoir qu'un Togolais qui est au Bénin doit se sentir comme chez lui. Moi, j'ai fait le Gabon. Mais quand tu es au Gabon, le Gabonais te traite comme si tu es un étranger. Et au même moment, on traite un Français comme un Gabonais, plus Gabonais que toi, ou bien plus proche que toi. Mais ça doit cesser. D'accord. Je crois que vous pouvez encore appeler parce que nous sommes là jusqu'à la fin de cette émission. On a encore quelques heures pour terminer cette émission. Monsieur Kenao, je crois que vous avez l'honneur tout à l'heure. Avant de pouvoir passer la parole à Léandre qui était en train de dire quelque chose. Allez-y, Kenao. Ouais, très rapidement, ce que notre téléspectateur vient de dire est très important. Les Africains aiment marcher. Ils aiment marcher tellement que dans le cas de Gaddafi, les Africains pouvaient marcher de Nairobi, de Johannesburg, d'Afrique du Sud, jusqu'à Tripoli, pour faire comprendre à cette communauté internationale que enough is enough. Mais ça, que les coups d'État en Afrique, on en a assez. Mais ça ne s'est pas passé. J'ai entendu l'élite africaine en ce temps, ces jeunes étudiants dire il veut tuer sa propre population. Comment ça? Mais c'est la propagande que les autres les intellectuels ne doivent pas comprendre que c'est propagande. Ils ont tous avalé. Mais mon cher, et personne n'a bougé. L'Union africaine, la demi-Union africaine, elle n'a même pas bronché. Et aujourd'hui, c'est cette Union africaine que la France a appelée à Abidjan pour dire sommet Union européenne et Afrique pour trouver des modalités. Un sommet qui se passe en Afrique. Voilà, alors que la destruction de la Libye n'était pas décidée en Afrique. Mais maintenant, quand c'est gâté, on associe les Africains pour réparer l'irréparable. Je crois qu'on va parler de ce sommet en long et large. Voilà, c'est pour te dire que ces histoires de dollars mis pour sauver l'Afrique, non, je vous dis que la situation de la Libye, c'est sur papier. Si vous allez maintenant à Tripoli, vous allez en Libye quelque part, vous n'allez pas trouver nos frères africains qu'on vend. Ils sont souterrains, ils sont quelque part dans des maisons, ils sont quelque part dans des villas. Vous n'allez pas les trouver. Même si aujourd'hui les chefs d'État africains décident d'aller rapatrier leurs citoyens, qui vont aller rapatrier? Mais on vous dit que ce sont vos frères, propres frères noirs, qui vendent leurs propres frères noirs encore en Libye. Macron nous a dit ça. Ce ne sont pas les trafiquants, ils ne sont pas français. Mais lui, il le sait, Macron, lui, il le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de parler. À l'heure actuelle, on peut amener les forces de l'ordre sur le littoral de la Libye, là, sur les côtes littorales de la Libye, pour empêcher tout navire de se déplacer. Mais on ne le fait pas. On en fait des discours, de beaux discours. On dit on a mis l'argent. Mais vous savez que ce sont les gens, les individus qui gèrent l'argent. Amener sur les côtes de la Libye, sur les frontières de la Libye avec tous les pays, que cette communauté internationale, que l'Union africaine, que les organisations sous-régionales et régionales de cette partie de l'Afrique mettent les hommes, les soldats. Mais vous parlez des organisations sous-régionales. Ils n'ont jamais intervenu jusque là, les soldats pour clairement voir qui passe, qui ne passe pas. Parce que ceux qui vendent là, en fait de compte, quand on va sortir quelqu'un du bunker, on doit le faire traverser pour aller rentrer dans un avion. Mais on vous a dit que l'Union européenne... On voit ça. L'Union européenne a donné 82 millions d'euros en 2000. Non, c'est une hypocrisie. À qui profite la vente de ces esclaves? J'ai posé la question dans l'une de mes émissions. Allez-y. La semaine prochaine. À qui? La semaine passée. À qui profite? Répondez à la question, M. Kenao. Mais je vous pose la question, à cette communauté internationale. Ça devient si nous les vendons, si nous Africains nous les vendons, c'est selon eux. À qui ça profite? À qui ça profite? Ça ne profite pas l'Africain.
C'est pourquoi je l'ai dit dans mon intervention au début qu'on ne les retourne pas, on les amène pas à Lomé ou à Tripoli ou à Kinshasa. Vous voulez nous dire qu'il y a un deal? Il y a un deal. Vous voulez nous dire qu'il y a un deal? L'Occident est en train d'être de nous dire que ça ne se passe pas. Mais exactement. Je vais vous le dire tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la deuxième traite négrière qui se passe. Autrement. Ce n'est pas autrement. C'est la même chose. C'est la même chose. On te disait, l'histoire nous disait que les Africains prennent les Africains pour les vendre aux Européens. Aujourd'hui, qu'est-ce que Macron te dit? Macron te dit que c'est les Africains qui vendent les Africains. Et à qui? S'il n'y avait pas la demande d'offre, s'il n'y avait pas la demande, est-ce qu'il y aurait l'offre? S'il n'y avait pas la demande, est-ce que les Africains devraient les vendre? Vous parlez en termes économiques maintenant. Voilà. La demande, l'offre et puis voilà. le prix. Le prix, s'il n'y avait pas la demande, il n'y aurait pas l'offre. Donc, quelque part, ça profite à l'Occident. D'accord. Voilà. Je crois que... qu'il y a les riches occidentaux là, ils ont des reins qui fonctionnent mal, ils ont des cerveaux, ils ont des choses à faire. Et puis, ça fait mal. On ne sait même pas ce qu'on fait de ces personnes-là qu'on vend. On ne sait pas. Je crois que Est-ce qu'on a fait une enquête pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui ont été déjà vendus? Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Je crois qu'il y a une information qui nous est pas venue, mais on va en discuter tout à l'heure. Je crois que nous avons rapidement quelqu'un en ligne. Pour tous ceux qui nous appellent, quand vous appelez, on ne peut pas interrompre quelqu'un qui est en train de parler sur les antennes. Essayez de vous patienter et on va vous prendre. Parce que la discussion est chaude, elle est importante. Il faudrait que vous aussi vous écoutez avant d'intervenir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, vous voulez intervenir, allez-y. Vous voulez intervenir, allez-y, intervenez. Oui, j'aimerais intervenir, je suis en direct là. Allez-y, intervenez. Ok, c'est pour rapprocher un peu les points sur la résolution de cette crise qui se pose au niveau de nos frères qui sont vendus en Libye. Mais c'est sûr, comme l'avait dit l'intervenant de tout à l'heure, on ne peut jamais retrouver ces gens-là parce qu'ils sont dans des villages. Ils sont déjà logés, ils sont déjà en train de travailler. On ne peut pas les retrouver. C'est très difficile. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'empêcher que cela ne se répète. Et je suis sûr que les dirigeants actuels, les présidents actuels, ils ne peuvent rien faire. Ils sont malheureux. Vous croyez que c'est un fond qui va chercher à résoudre ce problème? Vous croyez que c'est un Ouattara qui est malheureux qui va résoudre ce problème? Mais il faut des nationalistes, il faut des panafricanistes qui mettent ce problème et ça doit passer par la bonne gouvernance. Si les gens sont bien chez eux, mais ils ne vont plus chercher à partir. Et les dirigeants doivent avoir une politique de sensibilisation pour que nos citoyens restent chez eux. Et que quand tu veux voyager, quand tu veux faire l'aventure, que ce soit un objectif bien précis que tu es en train de poursuivre. Qu'il ne soit pas je vais essayer, non. Tu vas et tu sais là où tu vas et ce que tu vas faire. Mais si tu as déjà tout autour de toi, tu ne peux plus le faire. Mais il n'encourage personne à rester chez soi. Il ne le fait pas. Donc les gens cherchent à partir. Donc c'est la politique de nos dirigeants, de nos pays qui doivent rassurer les gens. Sinon ça va toujours rester, ça va toujours perdurer. Les gens vont toujours voyager. Donc essayons de mettre de l'ordre dans nos pays respectifs pour que l'immigration, c'est tout ce que moi je vois qu'on peut faire. Merci. Merci mon cher ami. Je crois que si vous voulez intervenir, essayez de vous patienter. Vous allez intervenir rapidement, monsieur Liandre, avant d'aller chez le professeur. Merci. Je crois que la question est bien débattue. Les points qui concernent les causes sont cités, c'est-à-dire que l'instabilité politique dans nos pays qui fait que les gens veulent partir. Il y a aussi le chaos qui règne en Libye, qui donc permet à des gens
de pouvoir profiter de ce chaos-là. Et puis il y a maintenant ces Occidentaux qui profitent largement de cette crise. Donc maintenant, je crois que les uns et les autres, un des intervenants avait dit que les panafricanistes n'ont pas réagi. Je crois que c'est l'inverse, c'est plutôt les chefs d'État qui n'avaient pas réagi. Sinon, si vous allez sur YouTube, vous tapez la crise de la Libye, vous verrez des gens qui ont réagi, qui ont même été étonnés du fait que les chefs d'État africains n'ont pas réagi. Monsieur Leandre, je pense que l'intervention, la réaction dont notre téléspectateur parle, c'est la manifestation concrète. Oui, mais je vous dis que les Africains n'ont pas marché. Non, ils n'ont pas révolutionné le monde. Il n'y a pas besoin de marcher pour ça. Ils ont besoin de quoi? Ce n'est pas la marche qui fera changer l'affaire. C'est la marche. Mais si on était nombreux à nous aligner, on ne peut pas continuer à bombarder la Libye. Monsieur Kenao, je vais terminer. Allez-y. Et ce n'est pas une marche quelconque qui va faire l'affaire. Peut-être que dans chaque État, des gens peuvent se mobiliser, marcher dans leurs États pour faire appel, pour appeler leurs gouvernants à prendre des décisions. Oui, mais marcher jusqu'en Libye, je ne pense pas que c'est ça qui règle le problème. Parce qu'il faut aussi compter avec les aléas de la route. Non, mais Kenao a dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas marché jusqu'en Libye? Voilà. Ça dit, c'est une manière de parler. Non, il faut. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Je termine. D'accord. Il faut que je termine mes propos. Je respecte bien les interventions de M. Kenao. Je voudrais donc dire que beaucoup, en tout cas, d'acteurs sociaux, des activistes panafricains ont réagi par rapport à cela. Beaucoup ont fait des vidéos pour appeler les chefs d'État africains, pour appeler l'Union européenne. Des gens ont écrit des lettres pour envoyer à l'Union africaine, pour leur demander de prendre, de réagir. Mais aucun n'a réagi. Parce que si les chefs d'État qui ont les moyens de pouvoir freiner cela ne le font pas, ce n'est pas le civil qui a que sa bouche pour parler qui peut faire changer quelque chose. C'est pour cela qu'il faut comprendre et mettre la différence entre les acteurs. Il y a des acteurs qui peuvent dénoncer, mais il y a d'autres acteurs qui peuvent prendre des décisions. Voilà, c'est la différence. Donc, les acteurs qui peuvent dénoncer, ce sont eux-là qui sont les activistes, qui sont les acteurs de droits de l'homme, qui sont les artistes. Beaucoup d'artistes ont dénoncé cela et ont même accusé l'Union africaine d'être des lèches-culs de l'Europe. Voilà. Donc je pense que nous devons situer les responsabilités pas au même niveau, mais à des différents niveaux. La responsabilité ne revient pas aux activistes, mais aux gouvernants qui ont la force, qui ont les moyens, qui ont les armes également, et qui ont les agents, la police, qui ont l'armée, qui puissent être déployés en Libye. Si par exemple l'Union africaine a une action concrète, s'ils ne l'ont pas fait, ils peuvent le faire aujourd'hui en envoyant des gens. Chaque pays africain, concerné ou non, décide d'envoyer 50 de ces hommes militaires en Libye pour faire la patrouille dans les villes en Libye. Nous avons 52 États, je crois. Et si on envoie 50 personnes, 50 hommes ou bien 100 hommes par État, on va atteindre au moins plus de 500 militaires qui seront déployés en Libye. Les 90 millions qui ont été envoyés par l'Union européenne pouvaient servir à ça. C'est pour ça, au début, j'ai parlé d'une hypocrisie. Et on est d'accord là-dessus que ce commerce-là profite. C'est pour cela que ça continue. Si CNN, cette chaîne, l'a dénoncé, c'est pour une autre raison également que CNN a dénoncé cela. Donc je crois quand même qu'il ne faudrait pas qu'on situe ceux qui n'ont pas de pouvoir de décision, qu'on les mette au même niveau d'égalité que ceux qui ont le pouvoir de décision. Si nous arrivons à faire cette part des choses, je crois que nous allons pouvoir trouver des meilleures solutions. Je voudrais m'arrêter en attendant parce que monsieur qui est en train de gratter sa gorge. Je crois que monsieur Kenao, vous allez attendre, on va aller du côté du professeur Moussa Issoufou. Je crois, le professeur, avant de vous prendre, nous avons quelqu'un en ligne rapidement. On va essayer de vous prendre tout à l'heure.
Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. D'accord, vous voulez intervenir, allez-y. Oui, j'aimerais répondre au frère Léandre. Allez-y. Oui, monsieur Léandre, il y a quelque chose que vous oubliez. Rester dans sa chambre pour envoyer une vidéo sur YouTube ou bien envoyer une lettre, ça ne veut rien dire. Les gens doivent sortir. Nous devons dépasser les Occidentaux. Je me rappelle très bien que lorsque vous-même, vous avez été au courant de la situation, vous allez appeler vos amis pour qu'ils marchent. Parce que c'est ça aussi. Est-ce que vous l'aviez fait? Parce que ce n'est pas d'autres. À chaque fois qu'il y a des situations, on pense que c'est d'autres qui vont le faire. Mais vous qui intervenez tout à l'heure, est-ce que vous avez pris la mesure de la chose et vous avez pu convaincre vos amis à sortir, à marcher? Je vous écoute. J'ai mal écouté votre question-là. Allez-y, hein. Allez-y, on vous écoute, hein. Parce qu'à chaque fois, on pense que c'est les autres qui doivent le faire. Allez-y, intervenez, on vous écoute. C'est nous les Africains. Mais c'est que nous écoutons plus les Européens. Lorsque le cas s'est posé, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La France nous a submergés d'informations, de fausses informations, croyant, nous faisant croire que c'était Gbagbo qui avait tort. Et plus de personnes avaient soutenu Gbagbo dans cette situation, et nous étions nombreux à soutenir Ouattara. Alors que c'est le contraire. Je me rappelle que les gens ont vraiment soutenu Ouattara, croyant que c'est Gbagbo qui avait tort, que c'est Gbagbo qui avait perdu l'élection et Ouattara avait gagné. Mais l'histoire nous a donné tort. Et que c'est Gbagbo qui avait effectivement gagné les élections. Et c'est tout ça. On prend un ancien président, on l'amène directement à la justice. Non. Donc c'est pour cela que il faut qu'on marche. Et comme l'avait dit notre frère, marcher, ce n'est pas marcher de Lomé à Tripoli ou bien de marcher de Dakar à Tripoli, non. C'est de marcher dans nos villes respectives pour faire entendre nos voix. Que les gens organisent, je sais que les dirigeants, le président vont s'opposer. Mais il va falloir que nous intervenions quand même pour faire entendre la voix. C'est parce que le calme était en Afrique, donc les Européens qui soutenaient la disparition de Kadhafi avaient raison, avaient tout le dessus. Donc ils ont donné de fausses informations. Donc ce que nous pouvons faire, et on pourrait faire, c'est de protester, de marcher et de soutenir ceux-là qu'on accuse faussement. Mais nous ne l'avons pas fait. Et j'aimerais que les Africains prennent conscience à partir de ce passé récent. Voilà, combien d'expatriés ou bien combien d'autres pays soutiennent le Togo dans cette situation? Le Togo qui a vécu une dictature pendant 50 ans. Aucun pays. Je peux dire, je dis aucun pays, c'est seulement le Bénin. Et le Bénin et le Burkina Faso. Si on prend le Sénégal, les Sénégalais ne soutiennent pas, c'est seulement la diaspora au Togo qui réagit. Mais il faut que les Africains se réveillent pour savoir que ce qui doit arranger un autre pays doit répercuter sur leur pays. Donc, il ne faut pas que nous restions... Les vidéos, c'est bien, mais combien de Togolais vont sur YouTube? La connexion, il n'y avait pas la connexion Internet pour pouvoir juste faire ces vidéos. Il faut avoir de l'argent. Si on fait les vidéos, c'est seulement les responsables, les minorités. La minorité qui dirige le pays, qui va regarder ces vidéos et ne va même pas en faire diffusion. Donc il va falloir que nous réagissions de façon plus brillante pour nous faire entendre. Donc il faut que les Africains se réveillent et que nous manquons. Prenons le cas du président. Lorsque le cas, l'attaque de Charles Hebdo s'est produit, nos frères, le président ont quitté l'Afrique pour aller marcher en France. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. On ne les voit jamais quand on attaque.
lorsqu'on a attaqué la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on les a vus? On les a pas vus. Ils sont tous comme si ce ne sont pas des gens là-bas. Est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'ils ont marché dans leur pays? Non. Donc c'est la tête qui est pourrie. Donc quand la tête est pourrie, il faut l'enlever et entretenir le reste. Merci. Merci mon cher ami, c'était quand même une très bonne contribution. Mais finalement, nous allons aller du côté du professeur et revenir sur Ronnie. Monsieur le professeur, vous savez qu'il y a eu un accord entre la Libye et l'Union européenne. L'accord a été signé. Vous connaissez ce qui est composé dans ces accords. Il y a aussi le fait que nos chefs d'État africains, jusqu'à peu du contraire, ils n'interviennent pas. La communauté internationale elle-même, elle n'intervient pas. Les chefs d'État africains, comme je l'ai dit, qui n'ont jamais intervenu, c'est maintenant qu'ils interviennent et ils appellent aux autorités libyennes de mener une enquête, des investigations pour que ceux qui sont indexés soient menés à la CPI. Monsieur le professeur, je crois que vous pouvez nous en dire plus. D'abord, il faut décrier le manque d'efforts de la part des chefs d'État africains, parce que s'ils sont vraiment des chefs d'État, vos citoyens quittent vos pays, vous le savez, ils arrivent dans d'autres pays, et si vous n'arrivez pas vraiment à vous rendre compte de ce qui se passe autour de ces citoyens-là, c'est que vous n'avez pas le mérite d'être chef d'État. Parce que ça veut dire que vous avez purement et simplement choisi d'abandonner vos citoyens. Parce qu'un vrai chef d'État, chaque pas de son citoyen, il doit savoir où son citoyen peut c'est pas. Mais ce n'est pas le cas pour les États d'Afrique. C'est pourquoi dans l'histoire de l'esclavage de la Libye, il ne faut pas tellement se focaliser sur la responsabilité de l'Européen, même si dès le début, il est purement responsable. Mais les gens que nous avons élus, ceux-là qui se sont portés là à la tête de nos pays, ils nous ont dit qu'ils veulent être nos gouvernants. Quel est leur rôle dans tout cela? Lorsque vous avez un pays où toute une jeunesse, toute une génération perd espoir, du point que elle se dit, mon avenir ne se situe plus dans mon pays, il faut risquer ma vie pour aller ailleurs. On leur dit, c'est risquant, comme l'a dit mon frère le Camerounais, il a déconseillé à son ami d'aller sur la Libye. Mais il n'a pas pu, n'est-ce pas, le freiner, parce que pour l'ami qui est resté au pays, la seule alternative qu'il reste pour lui, c'est d'aller vers l'Europe. Et il faut y aller, quelles que soient les conséquences sur le chemin. D'autres vont nous dire que nous sommes prêts à aller, on préfère mourir en essayant de traverser que de rester ici, puisque sa vie en Afrique n'est pas loin de celle d'un esclave. Si vous voulez vraiment aller dans les détails, parce que ce que les gens vivent dans nos pays là, c'est déjà trop. Un enfant né, jusqu'à l'âge de 15, 20, 25 ans, il ne sait pas encore formuler un but pour sa vie. Parce qu'il n'y a pas de conditions pour pouvoir penser à ce but-là. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne-là fasse? Maintenant, quand le problème s'est posé, on ne peut pas dire que c'est avant-hier que Alpha Condé ou bien ces messieurs de l'Union africaine ont appris qu'il y a l'esclavage en Libye. Ils le savaient depuis. Ils avaient pensé que personne ne dirait rien et ça va continuer comme ça, comme si de rien n'était. Maintenant que cela a été exposé, il faut maintenant trouver des moyens pour dénoncer celui-là par ici, celui-là par là. Maintenant, lorsque Macron dit que bon, c'est les Africains qui vendent les Africains, donc ça veut dire que ce n'est pas son problème. Bon, disons, apparemment, on peut dire que ce n'est pas son problème, puisque le problème se passe encore sur la terre africaine, en Libye. Maintenant, qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là à partir? Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique est devenue tellement invivable que tous les Africains rêvent d'aller vivre en Europe? C'est la question qu'il faut se poser.
lorsqu'on se pose cette question-là, on voit la main de cette Europe-là, la main de l'Europe qui essaie de nous forcer à accepter des vauriens comme dirigeants pour continuer par, n'est-ce pas, à servir l'Afrique. Des mains de gens qui ne valent rien pour continuer par nous maintenir dans l'esclavage, dans nos propres pays, pour que l'Europe puisse continuer par bénéficier et continuer par jouir des fruits, n'est-ce pas, des matières premières africaines. Il y a beaucoup de pays où on ne devait même pas avoir de candidats à l'immigration vers l'Europe. Mais malheureusement, c'est de ces pays-là qu'il y a beaucoup qui quittent. C'est pas, ils vont vers l'Europe parce que la gestion des ressources qui devait être utilisée, de telle sorte que tout le monde puisse avoir quelque chose, n'est pas bon. Chacun fait comme il veut, et maintenant la minorité continue pas à gérer, elle fait à sa tête, et puis c'est fini, elle partage tout avec l'Europe. Parce que l'Europe l'aide à se maintenir au pouvoir, et ça continue. C'est notre problème actuellement en Afrique. Alors, le problème est compliqué, mais moi je pense qu'il faut ramener le débat sur terre. Le débat au niveau de la responsabilité des Africains eux-mêmes. Parce qu'on dit chez nous que lorsque tu cognes un caillou ou une pierre et tu tombes, tu ne vas pas t'attaquer à l'endroit où tu es tombé. C'est au caillou que tu dois t'attaquer. C'est comme ça. Donc, le problème, l'origine du problème, c'est en Afrique. Et c'est au niveau de ces gens-là, de ces dictateurs-là, qui se présentent comme quoi, bon, ils veulent diriger l'Afrique, ils ne peuvent pas, et maintenant ils causent des problèmes, pour certains, même quand les jeunes quittent, ils sont contents, parce que ça, pour eux, c'est un bon débarras. Et c'est moins de plus, ils ne vont plus les déranger. C'est ça le problème. Alors que de l'autre côté, en Europe et en Amérique, les gens sont souciés du bien-être, du bien-vivre de leurs citoyens. C'est pourquoi ils vont, n'est-ce pas, aux élections, ils veulent gagner parce qu'ils ont une vision pour le pays. Chez nous, ce n'est pas la vision qui compte. C'est l'habilité à manipuler les résultats qui compte chez nous. Et on s'installe, on ne veut pas partir, et on continue par, n'est-ce pas, faire la sourde oreille. Et à ce moment-là, les citoyens continuent de partir, ils partent, on ne sait où ils vont, le gouvernement ne dit rien, ça lui plaît, et puis, bon, maintenant, s'il faut vraiment s'attaquer à l'Europe, comme ça, ignorer le rôle de l'Afrique, des Africains, moi je pense qu'il faut plutôt faire la part des choses et amener les deux. Les deux sont, n'est-ce pas, c'est pas responsable de ce problème-là, mais qui est le premier, celui-là qui initie ce problème-là, il faut retourner au niveau de nos chefs d'État africains. Parce que la responsabilité des chefs d'État, c'est de faire en sorte que son gouverné, qu'il soit sur la terre africaine ou ailleurs, il est toujours gouverné par lui. Il doit tout faire pour s'assurer que ce gars ou cette femme, quand elle va là, son bien-être est assuré. Vous voyez quand il se passe des choses, par exemple, dans des pays, même simple marche, dans une ville, les Américains demandent à leurs citoyens de ne pas sortir, d'être prudents. C'est comme ça. Même en dehors de la terre américaine, on essaie de tout faire pour que les citoyens ne soient pas dans de mauvaises conditions. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. On est content quand les gens partent risquer leur vie parce que eux, bon, ça diminue un peu de peine, il y aura plus de gens pour les déranger, le pouvoir à vie est assuré, il faut partir. Donc c'est un peu ça notre problème, c'est un dilemme de débattre de ce problème comme on le fait, mais il faut vraiment reconnaître que les chefs d'État africains, la mauvaise gouvernance qu'ils ont installée en Afrique fait que les gens sont obligés de perdre espoir et de partir. Maintenant, comment faire pour, n'est-ce pas, décourager les gens à ces départs-là? Moi, je vais dire qu'il faut créer les conditions nécessaires pour que les gens puissent trouver du bien vivre chez eux. Comme ça, ils vont rester. Qui a envie de voyager pour voyager? Non. C'est la nécessité qui crée ce bout-là et les gens veulent partir même au prix de leur vie. Mais lorsqu'on leur donne quelque chose qui puisse, n'est-ce pas, les amener à pouvoir se prendre en charge, les gens vont rester. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant discuter de ces conditions-là. Comment faire pour que les gens soient découragés, qu'ils soient encouragés à rester et découragés à partir de leur terre africaine.
africaine. Je pense que c'est là où il faut maintenant à commencer par voir ce qu'il faut faire, puisque ces chefs d'État africains commencent par gesticuler ce problème-là. On a proposé, on a envoyé un avion par ici, un avion par là. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y aura d'autres candidats qui partiront, qu'on le veuille ou pas, si les conditions en Afrique demeurent qu'elles sont aujourd'hui. Merci, professeur. Je crois que nous allons trouver quelques solutions parce qu'on ne va plus tarder rapidement. Ronnie en ligne. Monsieur Ronnie, est-ce que vous êtes encore en ligne? Oui, je suis toujours là. D'accord, allez-y rapidement. Essayez de nous proposer quelques solutions avec tout ce que nous vivons en Libye. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus subir ce genre de sort, pour ne plus que les gens continuent d'immigrer, pour ne plus que l'Africain lui-même se sente esclave chez nous, parce que la mauvaise gouvernance en elle-même, c'est de l'esclavagerie. Allez-y, M. Ronnie. Concernant les solutions, nous tous on a pensé bon de dire que prendre la route de la Libye ne serait plus une bonne option pour quelque pays que ce soit. Mais je vais profiter de votre antenne pour dire que moi je ne suis pas trop d'accord de cela. Peut-être provisoirement oui, parce que si on commence à dire qu'un Africain ou un Camerounais comme moi ne doit pas se sentir libre d'aller en Libye, c'est qu'on remet déjà en question même cette union africaine-là qu'on essaye de construire. Donc, il y a une solution d'un panéliste qui disait si chaque État pouvait donner en contribution ne serait-ce que 50 de ses hommes armés pour aller sur le terrain en Libye, où que ce soit, où le besoin se fait sentir, ce serait déjà une grande avancée. Donc, moi, je pense pareil. Je pense sérieusement pareil, parce que j'ai pris la peine au moins d'essayer de comprendre ce que le gouvernement libyen lui-même aurait à dire par rapport à ce problème-là. J'ai lu, c'était sur, je crois, le dernier point en ligne, le ministre des Affaires étrangères libyen, qui lui-même s'indignait de la situation et s'indignait du fait que jusqu'à présent, toutes les enquêtes administratives qui ont été menées n'ont abouti à rien. Donc lui proposait que le procureur de la République lance une enquête pour condamner tout, mais il reconnaissait quand même que l'État libyen à lui-même n'est pas capable de gérer cette situation. Ça, c'est un sous-entendu. Ce n'est pas ses propos à lui, mais c'est un sous-entendu quand tu lis son intervention. Donc, je pense que les États devraient essayer de s'unir pour aller sur le terrain en Libye, contrairement à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on voit plutôt une façon de se d'essayer d'agir de façon unipersonnelle. Quand je vois le Cameroun, par exemple, mon pays, qui va et qui, avec l'OIM, en appui avec l'OIM qui récupère 250 personnes, et le rapport de l'OIM qui fait part de ce qu'il y aurait près de 1700 Camerounais sur le territoire libyen, et qui prévoit récupérer 850 personnes, on ne sait pas le délai. Et bon, le Cameroun qui va rechercher déjà dans un premier temps 250 personnes. Et puis on est à quoi, près d'une semaine, 2 semaines après, on n'a pas une autre vague. On se demande bien, mais est-ce que ces solutions-là sont les meilleures? Peut-être sur le coup, oui, mais si c'est un peintre qui va suivre dans le temps, si vous allez récupérer 200 personnes aujourd'hui et vous allez attendre 3 mois, il est fort probable que ceux-là qui font cette traite-là, ils se sentent traqués par leur gouvernement, par les nations, par le monde entier, disons-le comme ça, vont essayer de se débarrasser de ce qu'on peut appeler des pièces en conviction qui en fait sont des vies humaines. Donc, la meilleure solution jusqu'ici, je pense à mon humble avis, serait ces forces armées unifiées africaines déjà même sur le territoire libyen. D'accord, merci Rani. Je pense que aujourd'hui, pour résoudre le problème, il ne faudrait pas qu'on laisse la tâche à un seul pays. Même
L'Union africaine, est-ce qu'elle existe pour dire qu'il faut aller prendre tous les Africains qui sont en Libye ensemble, les déverser quelque part où ils vont rejoindre le pays? Monsieur Léandre. Oui, je crois que la question, nous sommes en train de, et même quelques intervenants, nous sommes en train de ne pas être conséquents envers nous-mêmes, pour une raison simple. Et nous pensons que tout le monde peut faire la même chose à la fois. Alors que dans une lutte, il y a les compétences à différentes échelles. Je l'avais entre-temps dit. Les artistes de la chanson, par exemple, n'iront pas marcher. Eux, ils vont chanter pour dénoncer. Ceux qui sont les activistes peuvent marcher. Il y en a d'autres qui font ce qu'on appelle le lobby et la pression par des écrits. Il y a des journalistes également qui vont dénoncer cela. À chaque niveau et à chaque acteur, sa compétence. Donc on ne va pas demander à tout le monde d'aller marcher. Pourquoi cette affaire a fait encore un grand bruit? Il n'y a pas que CNN. Après CNN, il y a un autre acteur panafricaniste qui a réagi. Il est le premier à réagir. Et ça a fait suivre les autres artistes. Je parle de Claudicia. C'est Claudicia qui a dit non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les Africains se lèvent. Et tout le monde connaît celui qui est Claudicia. Et après sa vidéo, voilà, il est resté dans sa chambre. C'est pour répondre à l'autre intervenant qui dit qu'il ne faut pas rester dans sa chambre pour faire YouTube. Non. Oui, mais Léandre. Voilà. Léandre. Je vais préciser cela. Il est resté dans sa chambre. Il n'est pas sorti dehors. Il a fait sa vidéo. Il a partagé sur YouTube. Et quand il a partagé cette vidéo, les gens étaient surpris parce que tout le monde n'a pas vu le reportage de CNN. C'est à partir donc de Claudicia que les gens ont dit ah bon, et ils sont allés chercher. Mais est-ce que vous ne voyez pas quelque chose de ce que CNN veut? Parce que CNN du coup rend pour pouvoir montrer ces images. Est-ce que vous ne voyez pas que CNN veut attirer l'attention des chefs d'État qui sont là, qui ne réagissent pas? Et puis, est-ce que CNN ne veut pas montrer quelque chose là? Monsieur Kena, vous allez intervenir. Oui, vous savez, tout se fait, la preuve aujourd'hui. CNN, pour une raison donnée, a montré cela, pour une raison que je ne peux pas dire, que je ne connais pas. Mais je vais dire quand même que cela a permis à certains chefs d'État africains de rappeler les ambassadeurs de la Libye et même de renvoyer des ambassadeurs de la Libye de leur pays. Ça a fait réagir des chefs d'État. Donc je voudrais dire que après Claudicia, c'est Kofi Olomide de RDC qui est aussi intervenu. Après, c'est Alpha Blondy. Et Alpha Blondy allait plus loin en demandant à la jeunesse africaine de s'attaquer à toutes les ambassades de l'Italie. Est-ce que c'est une solution? Bon, vous voyez, est-ce que c'est une solution? Je vais expliquer. Un problème désespéré, une solution désespérée. C'est un peu ça ce que Alpha Blondy a proposé. Et les gens l'ont fait effectivement. Je parle également à Paris. Les gens sont allés à l'ambassade de Libye pour lapider même le bâtiment de l'ambassade de Libye avec à sa tête Kémy Séba que vous connaissez. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose. Rester dans sa chambre pour faire une vidéo, ça fait aussi réveiller l'attention des gens. Parce que la preuve, nous sommes dans la chambre ici, en train de faire cette émission. On n'est pas allé en train de marcher. Donc, chaque acteur a son action précise. Vous voyez. Donc, il revient maintenant, comme Issifou, le professeur l'a dit, il revient à ceux qui sont les détenteurs du pouvoir de prendre des décisions. Et j'ai proposé une solution qu'ils pouvaient faire rapidement, de déployer une force en Libye. Chaque État peut le faire. Il y a la force de l'Union africaine, il y a la force de la CEDEAO et il y a la force de l'ONU, dans laquelle il y a plusieurs Africains qui sont des militaires, qui peuvent être déployés sur le terrain. Ça, c'est une des solutions. Deuxième solution, il faudrait que la jeunesse, il faudrait qu'il y ait une société civile africaine engagée, organisée et mobilisée, pour que dans de pareilles situations, on lance l'alerte et tout le monde se lève. Même si c'était pour marcher, si on a une société africaine... Mais tout le monde se lève comment? C'est ce que je dis. Voilà. Si on a une société civile africaine organisée, c'est simple. Dès que, à la tête, le président de la société civile africaine qui est au Bénin annonce l'alerte, les autres pays prennent. Et en une journée, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là, nous on ne peut pas dire c'est ce qu'il faut faire. Mais cette jeunesse ou cette société civile va discuter à la minute qui suit
voici la meilleure solution et tout le monde se lève. Si on leur permet bien, parce que ces chefs d'État qui sont diligentés de l'extérieur ne peuvent pas prendre ces initiatives pour permettre nos amis. Sinon, je rappelle justement sur ce sujet où les Africains n'interviennent pas. Vous allez vous rappeler, dans cette crise en Libye, l'Union africaine s'est concertée. Alpha Condé et autres voulaient prendre l'avion pour aller en Libye. Sarkozy leur a répondu, si vous survolez le ciel libyen, je vais vous flinguer, je vais vous tirer dessus. Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Nos chefs d'État, comme je l'ai dit, sont des lèche-culs, sont des pantins de la France. Donc c'est des gens qui sont des peureux, et des bandits et des, je ne sais comment, vous pouvez compléter les termes. Vous ne voyez pas que les salaires qu'ils reçoivent ne sont pas les salaires qui viennent réellement de l'Afrique. Donc il faut préserver ses intérêts. Il faut préserver leurs intérêts personnels. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Au détriment de l'Afrique. D'accord. Donc je crois que c'est cela que nous devrons chaque fois dénoncer pour éduquer d'abord la conscience citoyenne de la jeunesse africaine, pour qu'elle prenne ses responsabilités et pour qu'elle prenne son destin en main sans plus attendre de quelque leader politique que ce soit de la mouvance présidentielle ou des oppositions en Afrique, que la jeunesse prenne ses responsabilités et qu'elle lutte pour son destin, parce que c'est elle qui va mourir dans les mers, dans les océans, et en allant chercher l'Eldorado. Merci. D'accord. Je crois que vous avez tout dit, mais nous allons toujours continuer. Et je rappelle à tous nos auditeurs qu'on avait prévu parler de Robert Mugabe, mais ça sera dans les prochains jours qui arrivent parce qu'on n'a plus le temps. Je vais rapidement parler quelqu'un en ligne de l'autre côté. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. D'accord, vous pouvez intervenir, allez-y, intervenez. Ok. Oui, c'est pour rejoindre le frère Apom, tout à l'heure on ne s'est pas entendu, ben c'est pour dire qu'il a pratiquement fait la même chose, la même chose que je disais. C'est-à-dire que chacun, à son niveau, intervienne. C'est-à-dire que tu l'as dit. Si tu es artiste et tu sais que tu peux composer une chanson qui peut être diffusée partout, bon, tu le fais. Mais si tu es un écrivain, écris un roman là-dessus, et si tu es, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas composer une chanson, tu le fais. Et tu organises la société civile pour organiser des marches de protestation contre à ce système. Donc, à nos chefs d'État n'ont pas les mains libres. Ils n'ont pas les mains libres parce qu'ils sont mal élus. Ils sont très mal élus. Donc, ils ne savent pas comment faire pour résoudre le problème. Ils n'ont aucune initiative pour résoudre ce problème d'immigration. Donc, pour eux, c'est leur pays, une partie de leur pays, veut dire, et surtout leur poche. Leur poche, c'est leur honneur. Donc, pour le moment, ce que les pays africains peuvent faire pour résorber ce problème, c'est de, par exemple, créer des contrats entre les différents pays. Je prends le cas du Bénin. Le Bénin, c'est bon. Nous avons besoin de telle main-d'œuvre dans tel domaine. Bon, faisons appel à la Côte d'Ivoire ou bien faisons appel au Sénégal. Et le Sénégal peut demander les main-d'œuvre au Niger ou bien d'autres pays. C'est ça la coopération sud-sud. Cela doit se faire. Il doit avoir des relations, c'est-à-dire d'abord entre les pays africains pour résoudre le problème du chômage. Et ce que nos voisins, excusez-moi, ce que nos frères vont faire dans ces pays arabes ou bien en Europe, très souvent, ce ne sont pas des boulots qu'on ne peut pas trouver en Afrique. On peut les trouver en Afrique. Mais il n'y a pas de connaissances sur ces problèmes-là. On doit recenser les main-d'œuvre dans nos pays respectifs et voir comment faire pour résorber ce problème. Et négocier avec d'autres pays pour envoyer. Donc c'est ce qui doit se passer. Sinon, à l'heure actuelle, la seule solution, c'est de mettre fin
à ces dirigeants qui n'ont aucune initiative pour nos pays africains. Ils font du pilotage à vue. On voit des paysans qui sont élus, qui n'ont même pas de programme. Ils n'ont pas de programme. On dit qu'on est populaire dans un milieu parce qu'on va inaugurer un puits et c'est fini. Mais ça ne peut pas se passer. Il faut que la jeunesse africaine se réveille pour choisir ses dirigeants en tenant compte de leur programme d'action, de leur projet pour la société. Cela se passe dans certains pays. Je prends le cas du Bénin, je prends le cas du Ghana. Mais les pays francophones, pour le moment, je ne vois pas grand-chose, à part le Bénin. Prenons le cas du Burkina Faso la fois dernière. Un président qui se fait rogner par son enfant, qui ne peut pas résoudre un petit problème d'électricité dans les amphis. Alors, il peut annuler un de ses voyages et prendre l'argent là pour électrifier les bâtiments à l'université. Mais ils ne le font pas. Ils voyagent comme ce n'est pas permis et ils dépensent l'argent pour rien. Donc il faut que la jeunesse africaine se réveille. Nous n'allons plus compter sur ces gens qui ont plus de 60 ans. Non. Nous avons choisi nos dirigeants pour qu'ils nous gouvernent réellement à partir d'un programme bien défini. Et c'est pour cela que la diaspora doit intervenir. Nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous devons au moins diriger nos frères qui sont restés au pays pour qu'ils choisissent les gens en tenant compte de leur programme. Et non choisir parce qu'il est beau, parce qu'il est de telle famille, parce qu'il est de telle région. Non. Je peux choisir quelqu'un qui n'est pas de mon milieu, mais s'il sait qu'il peut faire quelque chose pour mon pays, qu'il peut faire quelque chose pour ma région. Mais il faut le développement à la base. On doit savoir développer nos pays à partir de la base. Nous, on ne le fait pas. On croit que le premier dirigeant, c'est le chef d'État. Et le chef d'État monopolise tout. Il ne fait rien pour le développement. Ce ne sont pas les ministres qui voyagent. Ce ne sont pas les cadres qui voyagent. Ce sont les gens qui vivent dans les milieux paysans qui voyagent. Les gens qui ont fini, des fois avec le BPC, ils disent qu'ils ont fini, mais il faut les occuper. Quelqu'un qui a le BPC, on peut l'occuper en l'entraînant par exemple au maraîchage. Il peut faire le jardinage et vendre. Et dès qu'il finit de nourrir son milieu, il va exporter vers la ville suivante, et ainsi de suite. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On croit que développer le pays, c'est construire les routes, c'est développer les grandes villes. Ce n'est pas les grandes villes, c'est les petits villages d'abord. Tant qu'on ne revoit pas nos programmes d'action pour nos pays, les gens vont toujours voyager. Sensibilisons nos frères dès la base. C'est la base qui doit être stable pour que le sommet résiste. Merci. Merci donc, cher auditeur. Merci pour cette personne qui vient de contribuer rapidement. Monsieur Lian, vous voulez dire quelque chose avant de pouvoir passer la parole à Kenao, et puis maintenant chacun fera un tour d'horizon pour le mot de fin. Ok, merci. Je crois que nous avons parlé de la Libye, mais cette Libye se retrouve également dans d'autres pays africains. Et donc la question doit être revue au sens large du terme, parce que d'aucuns avaient parlé également du Maroc, de la Tunisie, en tout cas en gros des pays maghrébins. Donc il va falloir que nos chefs d'État prennent la mesure de la chose. Qu'une diaspora, comme le dernier intervenant vient de le dire, s'organise mieux, à jouer le rôle de veilleur. Parce qu'au moins, en étant à l'extérieur, nous avons plus de moyens pour agir sur certaines situations, sur certains cas en Afrique. Et le cas de la Libye, comme j'ai un ami là-bas, tout ce qu'on dit, c'est dramatique. Parce qu'il y a des gens qui se font vendre 2, 3, 4 fois. 500 €, 300 €, 200 €, ainsi de suite.
Et c'est des Blancs qui viennent aussi acheter. Mais quand on les achète, Oui. on dit on a vendu celui-là. Mais quand on vend déjà à quelqu'un, on veut l'exploiter. Mais on le vend encore après, on va le vendre à quelqu'un d'autre et puis on le revend. Oui, je ne comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux dans tout ce Vous qui voyez se passe? par exemple comment ça se fait. Et des fois, des gens ne sont pas carrément vendus. Qu'est-ce qui se passe? Les passeurs, quand les passeurs les prennent, ils les envoient sur le chemin. Par exemple, du Niger à la Libye, par exemple. Chemin faisant, eux, ils les déposent à un niveau, à une station, et c'est une autre personne, un autre passeur qui vient les prendre. Ce passeur-là les achète, en fait, parce qu'il est en contrat avec peut-être le destinataire final. Maintenant, eux, quand ils les achètent, le destinataire final les achète, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ils appellent la famille de la personne pour leur dire que nous avons arrêté votre fils, il est en otage. Nous l'avons pris en otage. Vous payez cette rançon pour le libérer. Et des familles ont payé 2 ou 3 fois de rançon sur leurs enfants qui n'ont jamais été libérés. Et malheureusement, des gens ont voulu fuir, ils ont été tués. D'autres ont été carrément enfermés, battus, ainsi de suite. Donc c'est une situation dramatique qui se passe. Oui, mais à côté de cela, parce que nous avons reçu un auditeur qui nous a dit, oui, les bateaux, au moins si il y a 15 bateaux qui s'en vont, il y a au moins 3 ou 4 bateaux qui arrivent et les autres bateaux sont chavirés Oui. dans l'océan. Oui. Une fois chavirés dans l'océan, bon, les gens meurent et on nous dit que il y a un commerce d'organes humains qui se passe là. Justement. Entre qui est qui, la Libye et la France, parce qu'il faudrait qu'on dénonce tout pour que tout ça s'arrête. Justement, il faut dire aussi quelque chose. Il y a des gardes de côte qui voient passer ces bateaux. Et tenez-vous bien des choses qui ne sont pas dites. Il y a des gens même qui font chavirer exprès les bateaux. Parce que, attendez, il y a des bateaux de fortune, certes, mais il y a des bateaux qui traversent juste Des ballons qu'on gonfle et puis bon, on a voilà. Donc, ça devient une pinance. ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent acheter aussi des organes humains pour l'Europe, parce que nous savons ce que ça donne, ce que ça fait les organes humains dans les laboratoires et puis dans les... Aujourd'hui, les sectes pullulent en Europe. Ce sont en fait des sectes qui viennent en Afrique, qui ont des correspondants en Afrique, qui font le travail à l'époque. Et c'est Macron qui vient donner des leçons aux Africains chez eux. Oui, mais Macron l'a toujours fait. Et c'est comme nous l'avons dit, nos chefs d'État africains sont, leurs pantins sont les lèche-culs. Vous vous rendez compte que Macron vient en Afrique et on arrête l'étude pour 2 jours. Mais c'est inimaginable au XXIe siècle. Une chose, il va dire que le problème africain, c'est un problème civilisationnel. Ça. 2 choses. Sarkozy qui va dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, ou bien l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Cela était déjà suffisant pour que les Africains se mobilisent, s'organisent. D'accord. Merci. Je crois qu'on va faire un tour de table rapidement. Rami, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne fasse un tour de table? Ok, je vais clôturer mon propos avec une petite observation. On nous a tous dit, tous les pays qui ont rapatrié leurs compatriotes nous ont tous dit qu'ils les ont pris en Libye, mais on ne nous a pas dit quel est le processus qui a été mis en place. Ont-ils été avec ces gens-là, les ont-ils achetés ou ces compatriotes-là se sont rendus à un point donné d'eux-mêmes de façon libre? Si c'est le cas, ça veut dire que ceux qui sont emprisonnés le sont encore. Donc on aimerait bien aussi avoir plus amples explications sur comment ça s'est passé. Pas seulement qu'on nous apporte nos frères et on ne dit pas ce qui a été fait en amont. Et aussi, toutes ces personnes qui rentrent ont besoin d'un suivi psychologique. On en parle peu, mais après avoir suivi tous ces traumatismes, c'est quand même aberrant. Le cas du Cameroun, par exemple, qu'un citoyen arrive, on lui donne 65 000 francs comme frais de transport pour retourner dans sa famille. On aurait souhaité quand même que ces personnes-là soient prises en charge, ne serait-ce qu'à court terme. Donc, pour ma part, je souhaiterais qu'il y ait plus ample communication sur comment ça se fait, qui sont ces personnes qu'on renvoie et où elles ont été prises.
et que la prise en charge s'ensuit. Et que au moins s'il y a une communication sur le terrain, que nos frères ne sortent plus de nos pays de façon illégale pour prendre la route. Donc, sinon, il y a trop d'extensions sur ce sujet-là, donc je ne pense pas que je pourrais apporter tous mes points là présentement. D'accord. Aussi que quelque part, un jour peut-être, on revienne sur le cas de ces pays arabes, du Golfe arabe là. Parce que c'est pas seulement en Libye. Il y a le Liban, l'Arabie Saoudite. Et parlant du président Macron, juste un petit pinceau comme ça, j'aurais aimé que la prochaine fois qu'il se rend en Libye, en Arabie Saoudite, il aille là-bas dire que les femmes aussi n'ont pas assez de droits qu'au Burkina Faso où il allait faire la leçon de morale. Parce que je ne pense pas que les femmes saoudiennes sont plus libres que les femmes burkinabées. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Et saluer tout le monde sur le plateau encore. Merci. D'accord. Merci Rani. Je crois que vous avez tout dit. Ce sont 5 000 francs qu'on donne à un Camerounais qui retourne dans son pays. Mais est-ce que le problème est réellement résolu? On empire encore la situation. Monsieur Kenao, ouais. Je crois que vous allez avoir la dernière parole. Vous allez intervenir pour vos solutions. Chaque Libyen en Libye, dans sa maison, à sa prison, et dans cette maison, exploite les Africains. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que les gens aujourd'hui, comme les Libyens, les Tunisiens, les Égyptiens, ils s'appellent des Maghrébiens. Ils disent qu'ils n'ont pas les mêmes peaux que vous. Non, c'est pas ils disent qu'ils n'ont pas la même peau que nous. J'arrive. Ils disent qu'ils sont correctement, calmement blancs, ils ne sont pas africains, mais ils sont des Maghrébiens. Mais aujourd'hui, ils s'en foutent du noir qu'ils voient sur leur territoire. Comme je l'ai dit, chaque Libyen a dans sa maison, à sa prison, et fait ce qu'il est de devoir à exploiter même l'être humain, à le vendre. Vous avez vu dans la vidéo, Monsieur Kenao, vous savez, proposez vos solutions. Vous savez, Monsieur Serge, tout ça là, ça fait partie de l'être humain. Le reste que nous disons que nous sommes égaux, que l'Américain trouve nous, les Noirs, nous les Africains, que nous sommes les mêmes, c'est une fausse histoire. Vous voulez vous attaquer au caillou en ce moment? Non, c'est une fausse histoire. C'est-à-dire que en chacun de nous, le nationalisme ou le patriotisme existe. Vous comprenez? Ceux-là, ils se disent qu'ils ne sont pas africains, ils sont maghrébins. Juste parce que il se trouve qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous autres. Alors, je demande tout simplement aux subsahariens d'être fiers d'eux-mêmes et d'être nationalistes. Point tiré. Le nationalisme ne veut pas dire se renfermer sur soi-même d'une manière bête. Non. Ce n'est pas ça le nationalisme. Vous comprenez? Il n'y a rien de mauvais de dire qu'on est nationaliste. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui donne respect à ses propres valeurs, aux valeurs de chez lui. C'est ça qu'un nationaliste. Maintenant, nous autres, nous voulons être plus royalistes que le roi. C'est-à-dire quoi? En ne voulant pas accepter, en voulant dire que nous voulons se faire aimer par l'étranger. Non. Si nous revenons chez nos nationalistes, nous nous occupons de nos nationaux, nous leur donnons du travail, nous leur donnons un bien-être, un avenir prometteur et radieux, ils seront fiers de dire qu'ils sont nationaux. Ils seront fiers de rester dans leur pays. L'étranger ne l'embêtera pas. Il ne sera pas prisonnier en Libye. Mais nous ne le faisons pas. Et nous préférons donner les marchés d'offres aux étrangers. Le subsaharien, c'est comme ça. Je ne parle pas d'un seul pays. Le Sub-Sahara,
de l'Afrique, c'est comme ça. Vous me faites dire quelque chose. Vous me faites comment on appelle, Le port de Lomé quelque ne chose peut de pas ce être qu'il y a. dirigé par le Togolais. Voilà, Non. allez-y. Est-ce que le port de Lomé, est-ce qu'il n'y a pas des gens intelligents qui puissent diriger le port de Lomé? Et il est dirigé par qui? Je ne sais pas. C'est Bolloré? Je le connais. En Afrique, si c'est Bolloré, c'est lui qui est en Côte d'Ivoire aussi, non? Oui. C'est lui qui est au Sénégal, non? Oui. Voilà. Et il continue? Donc, est-ce qu'il n'y a pas des nationaux pour diriger des trucs comme ça? C'est pourquoi je vous dis que le nationalisme en lui-même n'est pas mauvais. Un. De deux, le monde est en train d'évoluer. Le monde a quitté d'abord le nationalisme, il est allé à la globalisation. Maintenant, ce même monde quitte la globalisation qui a échoué au nationalisme. Mais l'Afrique n'a pas encore vu ça. L'Africain, lui, pense encore à la globalisation en parlant de ces unions-là. Ces unions vides de sens. C'est le nationalisme. Alors, que chaque État s'occupe de ses nationaux d'abord et entièrement. D'accord. Moi, je dis pour résoudre ce problème de la. En même de temps, la votre Libye, mot de fin. Hein? Voilà, ce problème de Libye là, que chaque pays s'occupe de ses nationaux et d'une manière réelle. Un. Deux, je demande aux Africains de ne pas attendre Parce que le pire arrive. que le pire arrive avant de réagir. Tout ce que monsieur, mon ami Léandre a dit, j'ai aimé. Les nationalistes, les panafricanistes, les activistes. Ces mots-là qui commencent par les là, ce sont des vauriens. Ils n'ont que la bouche. Ils ne font que parler. Le cas de Gaddafi, je le dis, je le répète, au Togo, on marche 4 mois ça. Tu vas me dire que c'est le gouvernement qui a marché. Ce sont des citoyens togolais qui sont sortis, qui marchent. Il y a des activistes ou pas. Tu as vu un activiste marcher? Tu as vu un panafricaniste marcher? C'est le Togolais qui marche. Maintenant, vous Donc, je voudrais dire. Qu'est-ce qu'on comprend par activiste? Je vais dire ceci. Activiste, ce n'est pas une fonction. Non. Celui qui s'engage à quelque chose est un activiste, Non, c'est tout. non, il y a des professionnels activistes qui nous disent qu'ils sont activistes. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Sinon, la définition de activiste, voilà. c'est tout simplement quelqu'un qui s'engage pour une cause. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc le mot activiste n'est pas attribué à des gens. Non. Deux. Aujourd'hui, vous voyez les cloniciens, l'Alpha Blondie, où est-ce qu'ils étaient quand on attaquait Kadhafi? Aucun d'entre eux n'a dit mot. Je vais te dire une chose, il y a une psychologie que l'Européen ou l'Occident a compris de l'Africain. Il faut d'abord lui dire que son frère là est mauvais. Mugabe, on a enlevé Mugabe, tu sais ce que tous les Africains disent? Que c'est à cause de sa femme. Sa femme voulait être trop puissante. C'est justement ce que la presse européenne a mis dans la bouche des gens, dans la tête des gens. Vous comprenez? Donc je voudrais que les Africains comprennent ceci. La prochaine fois qu'un pays africain va être attaqué, que tous les Africains se lèvent, que nous organisons de véritables marches. Je ne parle pas de vos YouTube là, de véritables marches. Quand j'ai dit de Lomé, de Johannesburg au Caire, les gens pensent que c'est utopique. Non! Le Togolais marche, il arrive à Plao. Le Ghanéen prend à Plao, il arrive à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, tu vois qu'en un mot, toute l'Afrique, il n'y a que des manifestations pour une même cause. Je suis d'accord. Et l'envahisseur va se poser des questions. Je donne un exemple. L'exemple du général Haïdid de Somalie. Ce général Haïdid qui a donné de fil à retordre aux Américains, qu'est-ce qu'il faisait? Il sort, il ramasse ses sympathisants. Les sympathisants, comme 500 000 personnes marchent, il est au milieu. Qui vous allez bombarder? Si on fait ça à Tripoli, est-ce que les bombes françaises ou américaines vont tomber? Les bombes ne vont pas tomber, puisqu'il y a population. Mais on ne l'a pas fait, on a laissé la Libye à elle seule. C'est le problème de la Libye. La prochaine fois qu'un pays africain sera attaqué, c'est ça que cette société civile dont tu parles, ces jeunes conscients dont tu parles, doivent agir. Mais c'est tout le continent africain. Je dis tout le continent africain. Parce que je n'ai pas compris. Soit nous tous,
Bon, moi je parle, quelqu'un me dira aussi que toi aussi tu es en train de parler la bouche seulement. C'est exactement ça. Mais rien n'a été fait, vous l'avez rien fait. L'idée que j'aimais, cette idée n'a jamais été mise. Vous l'aviez pas émis. Mais il faut concrétiser. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Nous tous. Parce que je n'ai pas compris comment toute l'Afrique s'est tue. Et quand c'est fait, on l'a tué. Il était notre espoir. Si on savait réellement que Kadhafi était notre espoir, on allait quitter nos pays, aller rester à Tripoli, aller rester en Libye. Qui on va bombarder? Ils allaient négocier. Je te dis, ils allaient négocier et Kadhafi allait libérer cette Afrique-là. Aujourd'hui, on n'a même pas une monnaie. Vous y croyez? J'y crois fermement. Et c'est la seule solution qui fera que l'Occident va respecter l'Afrique. Le reste là, c'est zéro. C'est la seule solution que l'Occident, pour que l'Occident, c'est pas le seul moyen que nous allons amener l'Occident à respecter l'Afrique. C'est-à-dire que d'une manière pacifique, nous allons nous interposer par les mains vides. Que l'Occident arrive avec ses bombes et ses missiles. Et s'il y a une conscience occidentale, on verra si elle va bombarder les mains vides. D'accord. Je m'arrête là. Votre mot de fin en même temps. Mon mot de fin, que les responsables, les dirigeants africains prennent leurs responsabilités. Il est difficile de savoir qui est qui et où se trouve qui. Alors je demande à l'ONU de prendre une résolution comme elle avait fait. Elle a toujours pris ses résolutions quand il y a des guerres, ou bien quand il s'agit d'aller bombarder l'Afrique. Monsieur le journaliste, pour reconnaître l'échec. On parle même de langage, monsieur Kinawa. Au niveau de Tripoli, de Libye, et ensuite amener des forces d'intervention réelles. Je ne parle pas des fake forces là, des forces d'intervention réelles. Raisonnable. Monsieur, raisonnable. C'est-à-dire que sur la côte libyenne, aucun bateau n'arrive, aucun ne part. Mais Macron l'a déjà dit, il dit qu'il va faire cela. Non, il a dit ça en Côte d'Ivoire. Je parle sérieusement des solutions africaines. C'est-à-dire que si les bateaux viennent et partent, vous ne saurez pas quel bateau emporte les pieds. Non, il n'y a pas de départ de bateau, il n'y a pas arrivée de bateau. Jusqu'à ce qu'on ne voit clair qui est qui. Qu'est-ce qui est mauvais de dire qu'on fait une chose, comment on l'appelle, qu'on fait un arrêt systématique de l'immigration au niveau de Tripoli pour voir clair qui fait quoi. Il faut dire aux gens aussi de ne pas aller dans les pays où c'est dangereux comme la Libye. Comme la Libye, voilà. Voilà, mais tu ne peux pas, puisque tout le monde est libre de circuler, tu ne peux pas, mais pour le moment, il nous faut des forces d'intervention en Libye. D'accord. Pour vérifier tout ça là. On arrête là. D'accord. Rani, votre mot de fin, rapidement. Je crois que Rani est parti. Léandre, votre mot de fin. Merci. Je remercie la télévision de la diaspora africaine, Tempo Afrique TV, de nous faire cet honneur de nous inviter pour éduquer la conscience citoyenne des Africains. Sur cette question de la Libye, je crois qu'il n'y a pas qu'une seule solution, il y a plusieurs solutions. Et je réitère, je reprécise, je persiste là-dessus, que chaque acteur à son niveau fasse ce qu'il peut faire. Si tu es artiste, compose une chanson pour réveiller l'attention. Si tu peux parler que sur YouTube, parce qu'aujourd'hui beaucoup écoutent YouTube, fais ta vidéo sur YouTube, appelle les gens. Toutes les solutions, aussi petites soient-ils, agira sur quelqu'un. Et nos chefs d'État africains, je ne vais pas les appeler à quoi que ce soit. J'appelle plutôt la jeunesse africaine à se mobiliser, à prendre leur destinée en main et à s'unir pour que nous puissions avoir une jeunesse africaine organisée, éveillée, attentive, pour qu'on puisse à l'avance éviter ces cas comme celui de la Libye. Et je pense, nous avons fait une télé-réunion. Je vous annonce que je suis journaliste également. Et on a fait une télé-réunion entre journalistes africains pour se poser la question, est-ce que c'est toujours des chaînes internationales qui doivent informer l'Afrique de ce qui se passe en Afrique? Et beaucoup de solutions ont été prises. La seule situation, c'est parce que les journalistes africains n'ont pas de moyens comme ces journalistes internationaux, ce qui fait que le travail est presque bâclé.
il y a des journalistes qui avaient déjà dénoncé cela. Il y a des journalistes qui ont fait des sujets, des reportages sur le sujet, mais qui n'ont pas porté. Aujourd'hui, je crois que les médias sociaux sont virales. C'est un virus. Dès que ça passe, ça a une vitesse vertigineuse. Donc, utilisons également les médias. Oui, c'est vertigineux. Prenons d'assaut les réseaux sociaux. D'accord. Je cite, prenons les réseaux sociaux en contribution. Facebook, YouTube, WhatsApp et tout cela. Je rappelle que le printemps arabe, en commençant par la Tunisie, a réussi grâce à Facebook. Et beaucoup l'ont prouvé. On espère que le Togo réussira par WhatsApp, parce que... Ouais, c'est la lutte sur WhatsApp et j'espère que ça va se faire. Et justement, WhatsApp aujourd'hui rend un grand service dans cette lutte au Togo. Merci. Quand il y a une information qui passe, WhatsApp le prend et tout le monde est au courant. Ouais. Donc, merci Léandre. Merci aussi à Yves Kenao. Merci au professeur Youssoufou. Merci rapidement à notre ami qui était au téléphone depuis Saint-Claude. Merci aussi à celui qui a appelé. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Vous avez été nombreux à nous regarder. Vous avez trouvé des solutions. Il faut mettre en place une politique internationale pour aider la jeunesse à arrêter ce genre de migration. Nous avons eu plus de 390 000 Africains subsahariens migrants qui sont bloqués en Libye, 900 qui sont privés de liberté d'expression, de liberté totalement. Et depuis la chute de Kadhafi, nous voyons maintenant la vente des migrants, la prostitution, l'effondrement de l'État libyen. Quelqu'un nous disait, il faut interdire le nègre de mettre pied sur le territoire européen quand on sait que ce nègre noir a été pillé de ses richesses colonisées et acquis une culture de melting pot. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Et je voulais terminer pour dire que notre camarade nous disait, M. Flore Yassimbe s'est rendu en Libye et il est décédé. Et au lieu de l'enterrer là-bas, au lieu de l'enterrer en Israël, les Togolais ont demandé à ce que on ramène Flore au Togo. Mais les gens ont dit, vous voulez dépenser plus de 70 000 $ pour rapatrier son corps, au lieu de nous payer que 100 $ simplement. Les Togolais ont dit non. Parce que hier, on a enterré Jésus en Israël, il a été ressuscité. Si on enterre Flore en Israël qui s'est ressuscité, le Togolais sera foutu encore une fois de plus. Mesdames et messieurs, c'était quand même pour vous faire détendre. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont regardés. Encore une fois de plus, on va vous amener la semaine prochaine une émission sur Robert Mugabe. Quant à moi, c'est Nyawa, simplement, je vous dis au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.